Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Laissez faire, Raymond Poulidor ne montera pas cet après-midi, sauf miracle, sur la deuxième marche du podium aux côtés d'Eddy Merckx. Poulidor a perdu ce matin, vous le savez peut-être, sa deuxième place du classement général dans l'étape contre la montre autour de Versailles. Étape enlevée, bien sûr, par Eddy Merckx. Jean-Michel Lelio, finalement, ce parcours contre la montre ne convenait pas du tout au brave Poulidor. Mais écoutez, c'était un parcours difficile, un parcours sinueux, et pourtant juste avant le départ, j'ai suivi un moment Gimondi et Vittorio Adorni, son directeur sportif, qui s'y connaît en choses de cyclisme, m'a dit c'est un circuit pour Poulidor, un circuit pour puncher. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Poulidor ce matin n'était pas dans un bon jour, il faut l'avouer. Il a perdu 20 secondes, nous allons le voir tout de suite d'ailleurs, il a perdu 20 secondes dans les 10 premiers kilomètres, il n'a jamais pu les reprendre, et Gimondi, qui était évidemment tenu au courant de l'avance de Poulidor et de son avance personnelle par rapport à Poulidor, eh bien, a tenu jusqu'au bout sur ses 42 km. Poulidor, qui ne finira pas, vous l'avez dit, deuxième de ce Tour de France, je me demande s'il n'en est pas un peu content, parce que Poulidor n'aime pas cette place de deuxième. Alors, est-ce qu'il ne préfère pas la place de troisième? Je ne sais pas, on lui posera la question cet après-midi. Je vous propose de voir les images qu'Information Première a réussi à prendre ce matin au départ de cette étape. Vous savez que les coureurs se sont levés tôt, ils venaient de Rungis, et voici tout d'abord Raymond Poulidor qui partait juste derrière Eddy Merckx, puisque ce matin encore, devant Eddy Merckx de 2 minutes exactement, ce matin encore, il était deuxième au classement général. Je vous l'ai dit, il n'a pas trouvé les véritables rythmes malgré cette foule qui l'encourageait et qui n'avait Dieu que pour les transistors et de regard que pour Raymond Poulidor. Juste derrière lui, Gimondi qui est maintenant devant lui au classement général. Raymond Poulidor finalement aura réussi 56 minutes 58 secondes, il aura perdu 57 secondes au total sur Félix et Gimondi sans jamais pu rejoindre sur le plan des écarts l'Italien. L'Italien qui s'est porté en tête après 12 km de course, 20 secondes, au 18e kilomètre de course 26 secondes, au 25e kilomètre 37 secondes, au 31e kilomètre 36 secondes, au 37e kilomètre 42 secondes. Vous voyez qu'à chaque fois un peu plus d'une seconde par kilomètre, Gimondi après le meilleur. Mais le meilleur, eh bien, c'était évidemment Eddy Merckx qui avait lui aussi tenté un pari ce matin. Il voulait terminer en beauté, prouver qu'il était bien le meilleur. Il a battu tout le monde à 45 km 445 de moyenne. Il a battu Gimondi de 34 secondes, Ezard de 1 minute 10, Poulidor de 1,31, Mortensen de 2,16 et Bruyère de 2,18. Une petite déception, la 13e place obtenue par Zoutmelk à 3 minutes 52 de Merckx, et une compensation, c'est la 3e place d'Ezard dans cette étape contre la montre avec 1,10 seulement de retard sur Merckx. Mais l'écart entre Merckx et Gimondi prouve bien que Gimondi ce matin était dans un grand jour. Lui, ce n'était pas le cas de Poulidor, puisque Gimondi ne perd que 34 secondes sur Eddy Merckx. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette étape de ce matin. Au classement général, Merckx évidemment toujours en tête. Deuxième Gimondi à 10,41. Troisième Poulidor à 11,34, donc à 53 secondes de Gimondi. On se demande si Poulidor ne va pas tenter quelque chose cet après-midi. Il faudra suivre évidemment ces derniers kilomètres pour savoir si Poulidor veut encore essayer de reprendre cette deuxième place qui théoriquement, vous le savez, mais ce sont là les inconvénients d'une grande course par étape, devait revenir à son ami Cyril Guimard. Voilà Philippe. Michel, vous vous trouvez, vous déjà, on vient de le remarquer, à la Cipale. Je ne sais pas si Jean-Michel m'entend. Peut-être pas. En tout cas, vous l'avez vu, il se trouve déjà à la Cipale de Vincennes. En effet, cet après-midi, de 14h25 à 16h30, de Versailles jusqu'à la Cipale, ce sera donc la marche triomphale, à moins d'un dernier coup de force de Poulidor. Vous pourrez suivre tout ceci, évidemment, en direct. Cet après-midi aussi, troisième et dernière journée des championnats de France d'athlétisme, d'un bon niveau d'ensemble, mais tout de même un peu décevant, parce que, jusqu'ici, sans performance exceptionnelle. À moins que cet après-midi, Guy Dru, sur 110 mètres haies, ne puisse réaliser l'exploit. En politique, à vrai dire, rien de bien neuf depuis hier soir. C'est tout de même un dimanche d'été, un dimanche de juillet. À Belfast, c'est tout de même un véritable appel à la révolte des Irlandais de bonne volonté contre l'IRA provisoire et contre les tueurs de l'IRA qu'a lancé M. Whitelaw, le proconsul britannique. Tous, dit-il, hommes d'église, hommes politiques, mères de famille, syndicalistes, doivent interdire à l'IRA de conduire l'Irlande à la ruine et à la misère. À Londres même, le Premier britannique voit poindre une autre menace grave, la paralysie de tous les grands ports britanniques. Les uns après les autres, en effet. Les 42 000 dockers britanniques se mettent en grève pour protester contre l'arrestation de leurs leaders syndicaux de Londres, Jean Lefebvre. C'est aussi l'asphyxie de l'économie. L'Angleterre est unie, faut-il le rappeler. C'est un conflit du monde moderne, si vous voulez. Les dockers anglais sont inquiets depuis quelque temps déjà de l'utilisation systématique des conteneurs dans les ports.
Un camion apporte ses conteneurs à quai et une grue les transborde sur les cargos, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de main-d'œuvre et plus besoin de dockers. Voilà pourquoi ils se révoltent. Il y a déjà eu quelques incidents ces dernières années, mais au port de Londres, l'affaire s'est aggravée. Des dockers avaient bloqué les entrées du port et voulaient paralyser le trafic. Le gouvernement a fait jouer la loi anti-grève et très dignement, comme savent le faire les Anglais, un huissier est venu notifier à 5 leaders qu'ils étaient purement et simplement arrêtés. Depuis, c'est la colère. On en vient à oublier l'origine même du conflit, c'est-à-dire la modernisation des ports, pour ne retenir que l'utilisation de l'arme gouvernementale, la loi anti-grève. C'est une arme toute nouvelle, elle était inconnue en tout cas du monde du travail et qui pourtant a une très longue histoire. Nous ne nous laisserons pas faire, disent les dockers. S'il le faut, nous appellerons à une grève générale pour protester contre cette loi anti-grève. Les dirigeants syndicalistes, eux, sont beaucoup plus prudents. C'est une loi scélérate, d'accord, mais c'est une loi, il vaut mieux s'y conformer. Vous voyez que le conflit est ouvert, un souci de plus en tout cas pour M. Heath, qui pourtant en a bien d'autres. Hanoï, bombardé pour la première fois depuis un mois. Les chasseurs bombardiers américains sont allés pilonner un des principaux dépôts de munitions situés à l'intérieur même de la capitale nord-vietnamienne. Égypte, que va dire le président Sadat dans le discours qu'il doit prononcer pour les 20 ans de la révolution égyptienne? À travers ce discours, en effet, les observateurs, surtout en Israël, espèrent mesurer quelle chance nouvelle de paix existe au Proche-Orient. En tout cas, M. Kosygin, lui, n'est pas rancunier. Au moment où le président Sadat recevait de lui un télégramme signé de sa main affirmant l'amitié inébranlable de l'URSS et de l'Égypte, eh bien, au même moment, les premiers conseillers militaires chassés d'Égypte débarquaient à Moscou. Voilà, je crois, tout ce qu'il y a à dire pour la politique. Le ciel n'est pas parfait pour cet avant-dernier dimanche de juillet, du moins au nord d'une ligne allant en gros de Nantes à Strasbourg. Le temps ou bien est très brumeux, c'est le cas sur Paris, ou bien il est même très nuageux. De toute façon, c'est un temps lourd. Au sud, il y a du soleil, mais des orages toujours possibles. C'est le brouillard qui a provoqué ce matin une collision dans l'Aisne. En pleine ligne droite, il y a eu 6 morts. En Italie, finalement, la collision ferroviaire n'aura fait que 5 tués, mais parce que les 2 trains roulaient lentement. Il y a tout de même 160 blessés, dont 90 sérieusement atteints. Vénus 8, c'est bien fini, les Russes l'ont encore confirmé ce matin, ils sont satisfaits des renseignements que leur sonde leur a fournis pendant 50 minutes, et non pas 50 secondes, d'ailleurs comme je voulais le faire dire à tout prix à François de Closet hier soir. À un certain moment, pendant ces 50 minutes, la sonde a enregistré une température de 560 degrés sur le sol de Vénus. Ça veut dire qu'il fait chaud sur les plages de Vénus s'il y en a. Ceci est un tableau surréaliste. Son auteur, Miro, l'avait même appelé le chien aboyant à la lune. Il n'avait pas trouvé d'explication pour l'échelle. Des tableaux comme celui-ci, les admirateurs des surréalistes peuvent en voir des centaines en ce moment même au musée des Arts Déco à Paris. C'est toute l'histoire du surréalisme de 1922 à 1942 qui est ainsi contée et que vous présente maintenant Monique Van Ligne. Au musée des Arts Décoratifs, Patrick Wallberg nous invite à fêter le cinquantenaire du surréalisme. En 1922, à Paris, naissait un grand mouvement qui allait s'étendre au monde entier et dont l'influence allait être décisive dans les arts et la poésie. André Breton et ses amis entreprennent une véritable révolution. Ils veulent tenter une complète libération de l'esprit, redonner toute son importance aux rêves et à l'inconscient. Ils veulent oser l'impossible et braver les interdits, créer de nouveaux rapports entre les hommes. André Breton dira à propos du surréalisme: c'est prendre une conscience toujours plus nette et en même temps plus passionnée du monde sensible.
Autour de lui, Paul Éluard, Benjamin Perret, Philippe Soupeau, Jacques Prévert, Queneau, René Char, Robert Desnos, Zara, Antonin Artaud, Michel Léris et bien d'autres proclament la toute-puissance de l'imagination. Ce mouvement fécondant et s'étendant à tous les genres de création rassemblera les plus grands noms de la peinture contemporaine. Une œuvre d'art, digne de ce nom, dira André Breton, est celle qui nous fait retrouver la fraîcheur d'émotion de l'enfance. Elle ne le peut qu'à la condition expresse de ne pas tabler sur l'histoire en cours, dont la résonance profonde dans le cœur de l'homme ne doit être attendue que du retour systématique à la fiction. Cette exposition réunit des œuvres de Man Ray, Max Ernst, Miro, Salvador Dali, André Masson, Picasso, Yves Tanguy, Picabia, Victor Bronner, Chirico, Giacometti, Dominguez, Léonore Fini, Calder, Magritte, Paul Delvaux, et nous ne vous les citons pas tous. Cette exposition exprime aussi toute la reconnaissance que nous ressentons pour André Breton. Musée des Arts Décoratifs de Paris, donc c'est surréaliste jusqu'en septembre. Depuis 2 jours, à Salon de Provence, 64 pilotes, dont 12 femmes représentant 12 nations, disputent les 7e championnats mondiaux de voltige aérienne. La voltige, vous allez le voir, ce n'est pas seulement de l'acrobatie, c'est aussi tout un programme de figures imposé, codifié, réglementé, qui exige du pilote des années et des années d'entraînement, souvent éprouvant. À Salon de Provence, Alain Darchy. Ce sera rude tâche pour les pilotes de l'équipe de France que d'arriver aux places d'honneur face aux Américains qui alignent 5 de leurs plus grands champions et leur nouvel avion de voltige, le Pitts, un biplan minuscule de moins de 5 mètres d'envergure. Mais surtout, ils auront à affronter les Russes qui, avec Egorov, sont les tenants du titre mondial sur leur redoutable Yak-18. Nos 5 pilotes, Ordoux, Baudouin, Parr, Dousson et Peña, qui volent sur le Cap 20 de conception française, et l'Acrostar suisse, peuvent pourtant créer la surprise. Ils ont été entraînés ces dernières semaines par Michel Pascal, qui fut en 66 à Moscou classé 9e et 1er des Occidentaux. Ils ont bien en main leur avion, lui-même techniquement au point. Aux commandes, Jeff Baudouin, ne vous y trompez pas, certaines de ces prises de vue sont faites au ralenti.
Sauf caramballage ou looping, je reviendrai ce soir à 19h45 pour vous présenter Télésoir. Bon après-midi.